Donc, bienvenue. Je suis bien heureuse d'être avec vous ce soir pour vous parler de l'interculturalité et comment bien préparer, au moins une partie, bien préparer votre départ à l'international. Déjà, félicitations que vous partez. Je trouve que c'est une très, très bonne chose. Moi, je m'appelle Sylvia Didier. Vous avez mon nom juste là. Je suis professeure associée à l'IAE, l'école de management de notre université, et une de mes spécialités, c'est l'interculturalité. Je travaille aussi bien avec les étudiants sur ce sujet-là, mais aussi avec les entreprises, et c'est à ce titre-là que les relations internationales, et notamment Florence Gras, qui a organisé cette conférence pour vous et cette soirée pour vous, m'a sollicité. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous. Le tout va être filmé, pas vous, mais moi, ça va être, je pense, la partie la plus dure, pas forcément d'être filmé, mais d'être un peu statique ici pour capter aussi le son. Donc, j'espère que vous n'allez pas mal le prendre si je suis voilà, comme le prof devant en train de parler, au lieu de peut-être bouger aussi un peu. Voilà, donc on va parler de l'interculturalité. Peut-être la meilleure nouvelle de cette conférence tout de suite, à la fin, et pour vous motiver aussi de rester jusqu'à la fin et au-delà. Il y a les relations internationales et ont prévu un moment convivial pour vous au Salon des Symboles. Et c'est quoi donc pourquoi ça? Pour passer un bon moment ensemble, bien entendu, mais aussi pour discuter, échanger, s'enrichir, pour se rassurer peut-être si besoin, poser des questions que vous n'avez pas encore posées ici ou voilà, qui reste encore, pour donner des réponses, soit par les relations internationales, soit par moi-même, soit par vos camarades aussi, hein, parce que souvent, vous avez déjà les bonnes réponses ou quelqu'un parmi vous a déjà la bonne réponse. Réfléchir ensemble, réseauter, passer un bon moment ensemble et bien plus encore. Voilà, donc ça, c'est pour la fin, puisque c'est déjà un peu tard, hein, déjà 18 heures. J'ai essayé de rendre la présentation un peu interactive, donc j'espère que ça va réussir, mais ça dépend aussi, bien entendu, un peu de vous. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, etc., n'hésitez pas à intervenir. On a un micro hein, qu'on peut vous passer. Si vous souhaitez attendre jusqu'à la fin, ça va très bien aussi. Mais surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, partager vos expériences, etc. Je pense que ça peut enrichir le tout. Est-ce que ça vous va? Ouais. OK, bon, très bien. Donc, interactif, commençons avec une petite exercice. Je vais vous montrer un slide avec des cubes 3D. Hein. Donc, votre tâche, c'est de compter le nombre de cubes 3D que vous voyez. Après, vous gardez ces expériences, c'est votre résultat. Hein. Donc, il n'y a pas de bon ou mauvais résultat. Donc, vous gardez ça pour vous et après, je vais vous guider. Hein. Donc, voilà le slide. Donc, vous voyez, donc voilà, l'exercice c'est compter dans votre tête, garder le résultat pour vous. Donc, vous voyez combien de cubes 3D. Hein? Donc, tout le monde a trouvé? Vous avez bien compté? Donc, est-ce que je vais vous donner le nombre et vous peut-être vous levez la main si c'est votre résultat. Et je vous invite aussi de regarder autour de vous pour voir si les autres voient la même chose que vous ou pas. Hein? Et après, on va débriefer là-dessus ensemble. Donc, qui voit 3 personnes? On est tous d'accord jusque-là. 4. Qui voit 5? Donc, si vous voyez 5, vous levez la main. Hein, sinon, tout va bien. 6. 7. OK. Bon, on va dire 7. Laissez votre main levée pour que les autres puissent voir aussi. On va dire un tout petit quart de la salle voit 7. 8. 8. Il y a quelqu'un qui voit 8. 9. Une personne. 9. 10. Plus que 10. OK, c'est la majorité. OK, pourquoi cet exercice? Quel est le lien avec l'interculturel? Quelqu'un a une idée? Pas forcément? Bon, je pense, hein, je fais l'hypothèse, on peut se mettre rapidement d'accord. On voit tous un slide avec des cubes.
Hein? Là, on est d'accord? Jusque-là. Après, malgré le fait qu'on peut dire ça, c'est quelque chose d'objectif, après, on voit pas la même chose. Hein? Donc, et ça, c'est, je pense, dans l'interculturel extrêmement important, qu'on croit voir la vérité, mais selon les lunettes qu'on met, selon qui on est, etc., selon comment on regarde, on voit pas la même chose. Ici, là aussi, tout va bien. Après, le problème, c'est quand on commence à croire que ce qu'on voit, c'est la seule vérité. Hein, si j'insiste, c'est 7, et moi j'ai raison, vous avez tort. Là, ça devient un peu plus compliqué. Et donc, du coup, ça va être un challenge quand vous partez à l'étranger, dans une autre culture, d'admettre, OK, moi je le vois comme ça, mais peut-être on peut le voir aussi différemment. Hein, et d'expliquer, et ça, c'est pas toujours facile, pourquoi je le vois comme ça. Hein, donc, qu'est-ce que j'ai vu? Hein, donc là, on peut commencer une discussion et expliquer pourquoi pour moi c'est 7 et tiens, toi tu vois quoi. Donc, c'est un des challenges qui va vous attendre, de changer un peu les lunettes, et on va essayer de faire ça aussi lors de cette conférence. Donc, il y a 2 notions, je pense, quand on part à l'étranger. On quitte sa zone de confort. J'imagine que vous avez fait ce choix volontairement, que vous êtes conscient, ça ne va pas être comme ici. Donc, vous allez quitter votre zone de confort. Et il faut se dévoiler aussi un peu. Hein, quand on part, et ce n'est pas toujours très, très facile de le faire. Après, on est maître de ce qu'on fait. Hein, donc, on peut dévoiler ou pas dévoiler ce qu'on veut. Moi, je vais faire un tout petit peu. Après, je vais vous inviter de le faire aussi. Donc, réfléchir à quels sont les facteurs qui influencent ma culture, la façon dont je vois le monde. Pour moi, donc quels sont les facteurs qui influencent ma culture? Sylvia Didier. Donc, j'ai une formation universitaire, donc je pense à un impact. Je travaille entre autres à l'université. Je suis binationale, biculturelle, franco-allemande. Donc, je suis née et éduquée en Allemagne. Et puis après, ça fait plus que 20 ans que je suis en France. Je parle 3 langues. Je suis élevée dans une famille avec 3 frères, seule fille. J'habite à Lyon, donc j'habite dans une grande ville. Je ne viens pas de la campagne. Je suis formatrice interculturelle. Je travaille en tant que coach si je ne suis pas à l'université, et j'ai passé plusieurs séjours et une partie de mes études à l'international, à l'étranger. Donc ça, c'est pas tout, hein, mais c'est des éléments qui ont influencé ma culture personnelle. Donc je me suis dévoilée un tout petit peu. Maintenant, à vous de jouer. Donc pour vous, quels sont pour vous les facteurs, quelques-uns, qui influencent votre culture personnelle? Et pour faire ça, vous pouvez soit scanner le QR code, soit aller sur WooClub, que vous voyez là, wooclub.com, et avec le code. Et après, je suis switché sur WooClub, donc ne vous inquiétez pas si ce n'est pas encore lancé. Donc, quels sont les facteurs qui influencent votre culture personnelle? Et de tout le monde à scanner, se connecter, on va lancer. C'est tout bon? Mes études, ma famille, vivre à la campagne, les langues, l'éducation. Oh là là, ça va très vite. Le foot, ouais. Séjour, oula, j'arrive pas à tout lire. Mes études, vos études, ok. Le sport. Ça va trop vite, tout ce que vous mettez. Vos expériences, vos amis, vision du monde, la musique. On va voir on va attendre que ça s'arrête un tout petit peu pour mieux voir.
vos divertissements. On voit plein de facteurs qui votre éducation, l'entourage, l'environnement, le métier, vos lectures, votre double culture, hein, il y a certainement quelques-uns, beaucoup qui ont différentes cultures par leurs parents, par leur famille. Voilà, donc beaucoup de choses qui influencent votre culture personnelle et je pense quand on part, c'est intéressant aussi de réfléchir à ça. Qu'est-ce qui fait que je vois les choses comme je le vois? Et bien entendu, il y a plein de facteurs et c'est très personnel, mais on voit qu'il y a des choses comme la famille, les études, l'éducation qui sortent quand même. OK, on va arrêter là et je vais faire tout à l'heure ou plus tard, vous aurez la présentation aussi. Je vais intégrer tout ce que vous avez dit, là et tout ce que vous avez mis là. Après, j'aimerais bien savoir de quelle, faculté ou composante vous venez, ici à l'université pour savoir qui est dans la salle. Bon, pas très étonnant, fac des langues, bien sûr, il y en a plein. L'IAE aussi, faculté de lettres et civilisation, le droit. Tout le monde a voté? 66 sur 84. OK, donc c'est pas très étonnant que la faculté de langue est bien présentée, mais les autres aussi. Donc merci beaucoup et dernière question. Où est-ce que vous allez partir? C'est quoi le pays, de votre mobilité? Pour voir aussi Espagne, Italie, Mexique, Allemagne, Argentine, Mexique, ouais, waouh, Japon, Argentine, Irlande, ouais, United States, Écosse, Canada, Portugal. OK, donc on voit vous partez un peu quasiment partout dans le monde. OK, bon, très bien. Ça bouge encore. Bon, Espagne semble la destination phare. L'Espagne, Angleterre et l'Italie. OK. Donc, merci déjà pour ça. Donc, quel est l'objectif après cette petite introduction? Quel est l'objectif de cette séance? C'est de comprendre la notion de la culture, détecter peut-être aussi les manifestations de la diversité culturelle. Je vais vous donner quelques clés de lecture. Après, normalement, c'est un cours sur l'interculturalité qui peut durer jusqu'à 20 heures, voire plus. Donc, en 1 heure et demie, ça va bien sûr être très court, parfois un peu réducteur aussi. Donc, tout ce que je vous dis ici, c'est bien sûr à prendre avec précaution, sans des clés de lecture, hein, c'est pas la vérité. Et on veut parler, ou moi j'aimerais bien parler aussi de développer ces compétences interculturelles, parce que quand vous partez, ça c'est quelque chose que vous allez forcément faire, hein, donc développer vos compétences interculturelles. Après, souvent, on ne se rend pas vraiment compte qu'on a développé des compétences. On sent peut-être au retour, OK, il y a quelque chose qui est différent. Je rentre peut-être moins bien dans mon environnement que c'était le cas avant. Des choses comme ça, mais on a du mal à le nommer. Et c'est très important pour vous, je pense, et pour votre future carrière aussi, d'avoir cette prise de conscience et d'être capable d'en parler, hein. Et c'est seulement pour vous dire que c'est très compliqué dans les entreprises aussi. Les expatriés, souvent, ils rentrent plus dans le cadre et ils quittent leur entreprise parce que justement, ils disent il y a quelque chose qui a changé, mais je ne sais pas trop.
et les entreprises, ils n'arrivent pas non plus de vraiment capitaliser sur ça. Donc on va au moins parler très, très brièvement de ça. Après, je sais qu'à l'université, il y a aussi des services pour vous accompagner, justement pour travailler sur ça, suite à votre retour, hein. Je me trompe pas, Florence, si je dis ça, mais peut-être tu peux en dire un peu plus, tout à l'heure, par rapport à ça et par rapport aussi aux services qui sont proposés. Donc, comprendre la culture, la notion de la culture. Est-ce que quelqu'un a déjà eu un cours en interculturalité? Ça vous dit déjà quelque chose, quelques-uns? OK, bon, très bien. Mais ça semble la minorité. Donc, quand on parle culture, peut-être déjà pour clarifier un tout petit peu de quoi on parle. Souvent, on utilise la métaphore de l'iceberg. Pourquoi l'iceberg? Voilà, voilà. Souvent, voilà, vous partez, peu importe en Espagne, en Allemagne, ailleurs, vous voyez tout de suite, dès que vous traversez la frontière, il y a quelque chose qui a changé. Là, c'est pas la même architecture, la langue change, les gens portent pas peut-être les mêmes types de vêtements, etc. Donc, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui change. Ça, c'est la partie visible. Et après, il y a toute la partie en profondeur qui est bien et belle là aussi, mais qu'on peut voir en partie, mais beaucoup moins. Et souvent, on vous dit pas, on vous explique pas forcément, et on a souvent aussi beaucoup de mal à expliquer soi-même. Par exemple, quand j'accompagne les expatriés ou les impatriés, un des gros problèmes pour eux, c'est comment, avant Covid, hein, je parle avant Covid, maintenant c'est un peu changé, comment il faut se saluer en France. Hein, et la bise, c'est vraiment un gros casse-tête pour beaucoup, beaucoup d'étrangers. Maintenant, en tant que quelqu'un qui a toujours vécu en France, les Français, si je peux dire comme ça, ils sont capables de me dire, voilà, il faut faire comme ci, comme ça, à tel moment on fait la bise, à tel moment c'est peut-être pas adapté, etc. Très bien. Maintenant, si je vous pose la question: «Et pourquoi vous faites ça?» Qui peut me dire? Pourquoi on se fait la bise en France? Pour dire bonjour? Pourquoi on se serre pas la main ou on dit: «Hi»? C'est un peu plus compliqué, hein? Je sais pas, je vous laisse méditer là-dessus, mais simplement pour vous dire, on fait beaucoup de choses, on le fait naturellement, on estime que c'est normal, mais de dire pourquoi on fait ça, c'est un peu plus compliqué, et ça, c'est quelque chose que vous allez très probablement rencontrer à l'étranger aussi, que c'est beaucoup moins visible. Donc culture, la métaphore de l'iceberg, et si on prend une définition, il y en a plein. La culture, ça peut être l'ensemble complexe qui englobe les connaissances, les croyances. Ça peut être aussi assimilé à l'art, à la morale, les lois, les coutumes et toute autre capacité ou habitude acquise par l'homme en tant que membre d'une société. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, il y a plein de choses là-dedans, et c'est quelque chose qui nous concerne en tant qu'être humain. C'est quelque chose qui est lié à un ensemble, hein, donc c'est pas uniquement individuel, c'est aussi quelque chose qui concerne un collectif. Donc ça, c'est une des définitions, peut être un peu plus claire et précis, hein, parce que là, il y a plein de choses mélangées pour dire de quoi je parle moi quand je parle de la culture. Donc on peut avoir des concepts assez étroits, hein, dire culture, c'est l'art, si quand je vais dans un musée, par exemple, ou on peut dire la culture, c'est tout ce qui est notre living environment, donc tout ce qui est autour de nous. Et là, encore une fois, et c'est un chercheur allemand qui a travaillé là-dessus, on pourrait dire, je le regarde d'une manière en tant qu'espace, hein. Donc je regarde par exemple, la partie politique, hein. Là, je peux parler de la nation, Espagne, Allemagne, la Chine, et cetera. Ou je peux, avoir la notion de la géographie, une région, hein, donc l'Europe par exemple, ou EMEA, et cetera. On pourrait parler d'un collectif linguistique, donc le monde francophone par exemple, ou l'histoire des idées, donc par exemple, le monde islamique. Donc tout ça, pourquoi pas? Nous, quand je parle de culture, je pense la culture auquel vous allez être confrontés, c'est plutôt la partie sociale.
hein. Et il y a un chercheur qui a travaillé sur l'interculturalité qui a dit que culture is the way we see and do things around here. Donc, c'est la façon dont on voit et fait les choses ici, hein. Et à l'étranger, ça va être différent, forcément, au moins en partie. Et pour illustrer cela, petite vidéo qui était faite par HECB, par la banque. On va voir si ça démarre là. Sinon, si ça démarre par là, on va le prendre sur Internet. Donc, simplement pour vous montrer d'une manière un peu humoristique comment les codes et les façons de faire peuvent changer. In some Asian cities, it's considered acceptable for a commuter to fall asleep on the shoulder of a stranger. In New York, it's quite a different story. Of course, it could always adapt. We're the global bank that never underestimates the importance of local knowledge. HSBC, the world's local bank. The English believe it's a slur on your host's food if you don't clear your plate. Whereas the Chinese feel you're questioning their generosity if you do. At HSBC, we never underestimate the importance of local knowledge. Which is why we have local banks staffed by local people in over 80 countries across the globe. HSBC, the world's local bank. In America, if you hit a hole-in-one, you're expected to buy everyone a drink. However, in Japan, it's traditional to buy your playing partners expensive gifts. Same hole. At HSBC, we never underestimate the importance of local knowledge. HSBC, the world's Les local codes ne sont bank. pas les mêmes, donc il faut le connaître et on ne voit pas les choses de la même manière, on ne fait pas les choses de la même manière. Ça semble évident, hein, si on le voit comme ça ou si on le entend comme ça. Après, une fois sur place, ça peut être peut-être un peu plus challenging et il faut trouver des moyens, hein, pour comprendre comment il faut faire. Donc la culture, pour peut-être continuer un peu sur cette notion-là, c'est quoi pour nous? C'est notre cadre de référence. C'est la façon dont on voit le monde, hein, quelque part. Et concrètement, si je vous montre cette carte-là du monde, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que vous en pensez si je vous montre cette carte-là? C'est une carte classique pour vous. L'Europe est au centre. Est-ce que ça nous choque? Non, hein? C'est classique, c'est normal. C'est notre vision du monde, hein?
Maintenant, si je vous montre ça, ça produit quoi comme effet sur vous? Première réaction, spontanément, vous dites quoi? Comment? C'est moins clair. Voilà, déjà, voilà, on a peut-être un petit problème ou un petit moment d'adaptation. Pas forcément un problème, on va se retrouver, hein, mais ça dure un peu plus longtemps pour se retrouver. C'est pas classique, hein, comme on avait dit avant. Quoi d'autre? Quelles sont les phrases encore qui vous viennent comme ça spontanément? Comment? Oui, ça c'est très neutre ce que vous dites, mais si vous écoutez un peu plus vos sentiments, voilà, bon, oui, on va différemment, mais quoi d'autre? C'est déroutant, c'est à l'envers, hein? C'est à l'envers pour nous, hein, pour notre vision du monde, c'est à l'envers. En réalité, c'est une autre projection du monde, hein, donc qui est aussi valable que la nôtre. Donc souvent, on se dit: «Ça, c'est bizarre, ça, c'est pas normal», et on a toujours l'hypothèse que notre vision, c'est la vision normale et c'est l'autre qui est bizarre. Ça nous vient très rarement à l'esprit que c'est peut-être nous qui sommes un peu bizarres et que c'est l'autre qui est normal. Donc voilà, donc se dire quand je pars à l'étranger, à l'international, ça va être déroutant, ça va pas être ma vision, ça va me prendre un peu plus de temps d'adaptation pour comprendre. C'est compréhensible, on peut le comprendre, on peut apprendre la culture, mais c'est pas tout de suite peut-être aussi fluide pour les interculturalistes et ils parlent aussi de l'autopilote. Vous allez pas être sur l'autopilote, hein. C'est pas comme ici où vous connaissez tout, il faut même pas plus réfléchir pour certaines choses parce que c'est tellement automatisé. Donc, il faut reapprendre, il faut questionner, il faut voilà, s'adapter et probablement essayer de comprendre. Donc ça, pour la notion de qu'est-ce que c'est la culture quand on parle en tant qu'interculturaliste de la culture. Maintenant, on peut se poser la question comment ça se manifeste, comment je le vois, hein, comment je le vois. Et je voulais partager quelques petites notions avec vous qui me semblent importantes pour quand on part. Donc, on a déjà vu, c'est beaucoup lié à notre perception, comment on voit le monde, et à notre interprétation, hein. Donc, on peut dire on a des filtres culturels, hein. Et notre perception, elle est sélective, hein, on ne voit pas tout, même si on essaye. Elle est très limitée. Elle est apprise, donc on voit certaines choses parce qu'on a appris à les voir. Et c'est influencé par notre culture. Donc, en tant que conséquence, on voit certaines choses qui sont là et d'autres qui sont là, on ne les voit pas. C'est peut-être aussi déroutant comme phrase de dire voilà, je vois des choses qui sont là ou d'autres qui sont, je ne vois pas malgré le fait qu'ils sont là. Pour le prouver, je vais vous montrer une phrase en anglais avec une phrase très simple et avec votre tâche est de compter le nombre de F, le lettre F, hein. Donc vous comptez simplement le nombre de lettres F dans cette phrase. Et après, on va voir ce que vous avez trouvé. Donc je vais laisser ça pour un petit moment. Donc combien est-ce que vous comptez de lettres F dans cette phrase? Bon, je pense que vous avez eu le temps de le lire et compter. Non, c'était trop rapide? C'est bon? Quelques-uns disent ouais. Qui dit 3? 3, OK. Quelques-uns. Qui dit 4? Quelques-uns. Qui dit 5? Qui dit 6? Voilà, 6, c'est la bonne réponse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas vu les autres? Ouais, peut-être ils n'ont pas vu la fin. Peut-être c'était une question... Comment? La fin des mots?
Je fais l'hypothèse qu'ils n'ont pas vu ça. Off. Alors, ceux qui ont dit 3, probablement, ou 4, ils n'ont probablement pas compté le petit mot off. Et pourquoi pas? Parce que ce n'est pas important pour comprendre la phrase, hein, sans le lire. Et surtout, si vous êtes très bon en anglais, probablement c'est encore moins important pour vous de le lire. Donc, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Certaines choses vont vous échapper quand vous êtes à l'international ou à l'étranger dans une culture qui n'est pas la vôtre. Ils vont vous échapper. Donc, la perception est sélective. Donc, il faut peut-être prendre encore plus de temps pour dire est-ce que j'ai vraiment bien vu, est-ce que j'ai tout vu et qui peut éventuellement m'aider. Donc, pour mieux voir, il y a des chercheurs qui ont dit comment on peut faire maintenant pour vraiment voir certaines choses, peut-être voir aussi ce qui est différent. Il y a un chercheur qui s'appelle Hofstede et il a travaillé sur les dimensions, ce qu'on appelle les dimensions interculturelles. Et il a commencé dans les années 70 du siècle dernier de travailler sur cette question-là. Il a interrogé des personnes qui ont travaillé pour IBM, donc pour la société IBM. Donc, il a interrogé ses collaborateurs dans le monde entier et a dit qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui est différenciant au niveau de la culture. Et ce qu'il a trouvé après retravail, il a dit c'est la distance hiérarchique. Je vais vous expliquer dans un moment ce que ça veut dire. L'individualisme, collectivisme, les valeurs masculines, féminines. C'est pas lié à est-ce que c'est une culture macho ou pas, hein, donc c'est pas ça. La tolérance à l'incertitude, l'organisation à court ou au long terme et plaisir ou modération. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ces termes? Et peut-être c'est une clé de lecture, des clés de lecture qui peuvent vous aider aussi si vous sentez qu'il y a des décalages entre vous et la nouvelle culture où vous allez vous être prochainement. Donc, distance hiérarchique, ça veut dire quoi? Est-ce que dans une société, c'est admissible et acceptable qu'il y ait une stratification entre les gens? Donc, est-ce que c'est acceptable et normal qu'il y a, par exemple, dans une entreprise, un N+7, un N+6, etc., etc. Est-ce qu'on accepte la stratification? La hiérarchie. Et selon la culture où vous allez être, ça va être très différent. Il y a quelques-uns, je pense, qui vont partir au Japon. On était récemment au Japon pour voir nos partenaires et on nous a expliqué avec un bac+5, quand vous sortez de l'université, qu'est-ce qu'on va vous apprendre dans l'entreprise pour laquelle vous allez travailler. Ils vont estimer que vous ne savez rien. Donc, on va vous expliquer comment fonctionne le téléphone et vous allez faire ça d'abord. Hein, et on va tout vous expliquer, ce qui est peut-être un peu choquant en France, de se dire avec un bac+5, j'ai peut-être une autre ambition que qu'on m'explique comment fonctionne le téléphone et répondre au téléphone. Voilà, mais c'est une culture où la stratification est tout à fait admissible et qui peut, entre autres, expliquer ça. Après, deuxième dimension, individualisme, collectivisme. Donc, est-ce que je suis dans une culture où l'individu prime et on s'oriente à ça? Donc, est-ce que c'est très important, moi, sans être égoïste, hein, mais est-ce que je centre mes décisions autour de moi? Par exemple, est-ce que vous, quand vous avez choisi vos études, qui a choisi? Est-ce que c'était vous? Vous avez dit, ça, c'est ma passion, je vais faire ça. Est-ce que c'était influencé peut-être par votre famille, hein? Ou est-ce que c'était peut-être même déterminé par d'autres personnes ou un collectif, hein? Donc, en France, on est surtout sur quel type de culture, à votre avis? Plutôt individualiste, plutôt collectiviste? Plutôt individualiste, hein? Tous les pays comme voilà, l'Europe, les États-Unis, etc., on est plutôt sur un mode, une culture individualiste par rapport à l'Asie, par exemple, ou beaucoup de cultures aux pays en Afrique, qui peut être plus sur le collectivisme. Donc, plus sur c'est le groupe qui va déterminer ce que je vais faire ou c'est plus important, hein. Valeurs masculines et féminines.
Donc ça, c'est pas, comme j'ai déjà dit, est-ce que c'est une culture machiste ou féministe? C'est plutôt quelles valeurs prédominent dans la société. Et bon, là, ça devient peut-être un peu stéréotypé. Selon Hofstede, il y a des valeurs masculines. Ce serait quoi, à votre avis? Qu'est-ce qui pourrait être une... Après, ça peut être une femme ou un homme, hein, donc c'est pas lié à la personne. Mais qu'est-ce qui pourrait être une valeur masculine ou qu'on peut associer à la masculinité? Aucune idée? Bon, lui, il a associé à ça la compétitivité, la réussite, etc. Qu'est-ce qui est les valeurs féminines? Oui? La douceur, moi j'ai dit, oui, c'est la bonne direction, mais c'est plus peut-être le partage, tout ce qui est social, etc. Donc, tout ce qui est s'occuper de l'autre, plutôt féminine. Donc, en France, on est en quoi? C'est quoi notre culture, selon Hofstede? Donc, pas les individus, hein. C'est pas individuel. On est plutôt sur une culture féminine. Pourquoi? La sécurité sociale est extrêmement développée. Donc, le collectif, souvent, c'est important quand même, etc., etc. Donc, plutôt sur une culture féminine, les valeurs féminines selon Hofstede, et en Russie, plutôt masculine, par exemple. Vous pouvez, si vous voulez comparer, il y a sur un site web qui s'appelle Hofstede Insights, vous pouvez tester et comparer la France ou d'autres cultures avec le pays où vous allez partir pour voir déjà un peu comment ça s'articule. Après, il a dit comment la tolérance à l'incertitude. Donc, comment j'ai réagi à une situation, ou comment une société, une culture réagit à l'incertitude. Et il a dit, il y a une grosse différence entre ceux qui sont plutôt à l'aise avec ça et d'autres qui disent, ça me déstabilise. Et quelqu'un qui n'aime pas l'incertitude, qu'est-ce qu'on fait en règle générale? Pour ceux qui, parmi vous, qui n'aiment pas l'incertitude, il y a certainement quelques-uns, qu'est-ce que vous faites? Chercher une réponse. On n'a pas toujours la réponse, mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour anticiper? Souvent, c'est planifier. Hein, pour ceux qui n'aiment pas l'incertitude, en règle générale, c'est des personnes qui aiment bien planifier, bien tout prévoir, au cas où, qu'est-ce que je fais, un plan B, etc. Donc, vous êtes, si vous partez en Allemagne, probablement, il y a plus de planification sur certaines choses que vous avez l'habitude en France. Après, orientation long terme, court terme, c'est est-ce que je suis dans une société, une culture qui est très court-termiste? Par exemple, je veux un résultat tout de suite. Hein, typiquement aux États-Unis, où toutes les sociétés, les entreprises qui sont cotées en bourse, c'est très court-termiste. Hein. Les entreprises qui sont peut-être familiales, hein, où vraiment on veut transmettre le patrimoine, c'est plutôt long terme. Donc, des cultures plutôt long terme ou court terme. Et plaisir, modération, est-ce qu'on est plutôt indulgent s'il y a des erreurs et des fautes qui sont faites ou pas? Donc ça peut être des clés de lecture pour vous et je vous invite vraiment de consulter le site web de Hofstede Insights pour avoir un premier aperçu. Après, ce n'est pas la vérité absolue, hein, c'est une première lecture. Un autre chercheur qui a travaillé là-dessus aussi, un anthropologue, lui, il a dit, il faut, si on parle de différentes cultures, il faut peut-être comparer le contexte. Hein, il a dit le contexte haut ou faible, high and low context. Donc, ça veut dire quoi? Est-ce que je suis dans une culture, si c'est au contexte, où on prend en compte le contexte, hein? Ou est-ce que je ne le prends pas en compte? Par exemple, quand je communique, admettons, j'ai quelque chose de critique à dire à quelqu'un d'autre, est-ce que, dans une entreprise, hein, est-ce que je dis, bon, par exemple, j'ai découvert que mon collaborateur ou un collègue, il se trompait au niveau du chiffre pour un calcul, et c'est objectif, hein, donc je peux prouver qu'il se trompait. Donc, est-ce que je le dis directement comme ça à vous, peu importe s'il y a 150 personnes autour,
ou est-ce que je prends en compte le contexte, je me dis, bon, c'est peut-être pas le bon moment, je vais le faire une autre fois. Donc, ça, c'est au contexte. Si je dis, bon, peut-être c'est pas le moment, je prends en compte le contexte. Dans certaines cultures, tout est contextualisé. Dans d'autres cultures, on ne prend pas du tout en compte le contexte. On le dit comme ça parce que dit, de toute façon, je peux le prouver et à la limite, c'est pas personnel. Pour voir si cette notion qui n'est pas simple à comprendre, si vous avez si j'étais claire dans mes explications. Donc, admettons, imaginez, vous êtes le soir, la nuit, seul dans la rue. Vous marchez, vous êtes à pied, hein, vous marchez dans la rue et il y a un feu rouge. Vous voulez traverser la rue et vous voyez que le feu est rouge et vous êtes, on va dire, vous êtes high context, donc contexte haut. Est-ce que vous traversez, et vous êtes seul, hein, donc est-ce que vous traversez ou vous ne traversez pas? Vous imaginez bien la situation, vous vous dites, oui, je vais traverser. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne. Exactement. Et ça veut dire quoi? Donc, le contexte vous dit, il n'y a personne, je suis seul, je peux traverser, malgré le fait que le feu rouge m'indique normalement, je ne devrais pas. Hein? Donc, ça, c'est high context. Donc, les personnes qui sont high context, ils prennent beaucoup, les cultures qui sont high context, ils prennent beaucoup d'informations de leur environnement pour prendre, par exemple, une décision. Si vous êtes dans une culture low context, ils ne prennent pas en compte tout cela et ils vont demander beaucoup plus d'informations. Perception du temps, c'est selon Hall & Hall, un autre critère pour différencier les cultures. Donc, comment je perçois le temps? Oui, dites. À faible contexte, oui. Je peux vous donner un exemple concret. Par exemple, j'ai travaillé avec un entrepreneur français qui était très high context. Il était dans le marketing et il voulait lancer un nouveau produit dans la papeterie. Donc, c'était une entreprise qui faisait ça. Et lui, il travaillait avec les Allemands. Et il disait, voilà, il ne s'est même pas dit, je connais bien mon marché. Hein, pour lui, c'était une évidence. Il a dit, sous la douche, le matin, il a eu cette sorte de vision. Il a dit, bon, je vais lancer tel et tel produit. Il a pris en compte le contexte. Il a lancé. Il a présenté ce projet. Et c'était un grand succès. Hein, donc, c'était la bonne décision. Il a présenté ça à ses collègues en Allemagne qui ont dit, c'est complètement dingue de prendre une telle décision d'une telle ampleur, de lancer un nouveau produit. Ça peut vous coûter cher, etc. Vous n'avez pas fait tous les tests de sécurité, etc. Donc, pour les Allemands, quelle aurait été leur approche? C'est d'abord de faire une étude de marché, voire plusieurs études de marché, des sondages, etc. Donc, ça, c'est faible contexte. Un exemple, ça vous parle? Donc, après, perception du temps. Est-ce que pour vous, le temps, comment, par exemple, si je dis on peut gagner du temps, est-ce que vous adhérez ou pas? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut gagner du temps? Ouais? Tout le monde est d'accord avec ça, on peut gagner du temps. On peut perdre du temps aussi. Hein? Donc, vous maîtrisez le temps? C'est une question d'efficacité. Moi, je dirais que c'est une question de croyance et des perceptions. Hein? Nous, on croit, dans notre culture, on croit qu'on maîtrise le temps. Dans d'autres cultures, on ne croit pas. Hein? On ne croit pas qu'on maîtrise le temps. Donc, comment je gère mon temps, par exemple? Est-ce que c'est important d'être à l'heure pour une réunion? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? D'être à l'heure pour un cours? C'est la politesse? Oui, ça c'est l'interprétation. Mais pour vous, si je dis être à l'heure pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire être 5 minutes en avant? Est-ce que ça veut dire si le cours commence à 9h, ça veut dire que vous entrez dans la salle de cours à 9h et c'est OK? Ou est-ce que c'est OK d'arriver 5 minutes en retard? Ou voire 10 minutes en retard? Hein? Donc ça, dans quelques cultures, effectivement, être 5 minutes en avant, c'est une question de politesse. Pour d'autres cultures, c'est tout à fait OK. Si on a une bonne explication, d'arriver plus tard que l'heure qui était peut-être affichée sur l'agenda.
Donc, par exemple, quand moi, je suis arrivée en France, pour moi, c'était un petit choc, la gestion du temps, hein. Après, c'est juste une autre, c'est sans jugement de valeur, c'est juste une autre façon de faire. Mais au début, je suis toujours arrivée à des réunions professionnelles, je pensais que j'étais pas au bon endroit parce qu'il y avait personne, hein. Mais j'étais beaucoup trop tôt, hein. Donc, moi, j'avais pas compris les clés de la culture et comment c'est géré ici. Voilà, donc perception du temps. Et proximité, donc comment j'espère l'espace, hein? J'aimerais, voilà, il faut pas trop que je bouge, mais sinon, imaginez que je me mets directement à côté de vous, là, par exemple, à côté de vous, à 50 centimètres. Si vous imaginez ça, ça fait quoi comme... Oui, mais pour vous, si quelqu'un devient très proche, quelqu'un qui est normalement pas hyper proche, ça c'est une distance, je pense, qui est voilà, normale, hein? Si maintenant, en tant que prof, je m'approche de vous, comme si j'étais un membre de votre famille, ça fait quoi? Inattendu, bizarre, désagréable, hein, désagréable, on peut le dire comme ça, parce que c'est pas approprié dans notre culture, hein. Après, il y a d'autres cultures où l'espace est géré différemment. Donc, la distance sociale, hein, est conditionnée par notre culture. Est-ce que je peux m'approcher ou pas et jusqu'à comment j'organise l'espace, par exemple, dans un lieu de travail, etc. Donc ça, c'est l'enrôle et le rôle, c'est la troisième dimension. Donc j'accélère un peu, voilà, on a déjà parlé du temps. Simplement, pour illustrer aussi cette partie de l'espace, une série que vous avez probablement pas vue parce que c'était bien avant votre temps, mais que vous connaissez peut-être quand même. Donc, So, Elaine, you don't have a problem with her, do you? We adore Elaine. She wants to say hi. She's with her new boyfriend. What's he like? He's nice, bit of a close talker. A what? You'll see. Oh, this is Erin. Hello, Aaron. Hello, Aaron. So how long are you folks in town? 3 more days, and then we're off to Paris. We're going with the select charter group. I love France. I was just there last year. In fact, you know, I still have an envelope full of French francs. I'll give them to you. Well, we can't take money. Oh, no, it's a gift from us. Oh, that is so nice, Erin. Isn't he nice? So listen, has Jerry been showing you a good time? No, I haven't. You know, I have a friend who works at the Metropolitan Museum of Art. How'd you like a behind-the-scenes tour? Really? You could do that? Easily. It wouldn't be any trouble? Of course not. When could we go? How about right now? I'm ready. Are you sure? Yes. Okay, let me get my coat. Elaine, what do you say? Well, I don't think so, Erin. I have plans. Oh. How about you, Jerry? I'm sworn. You sure? Could examine the artwork up close. Maybe I'll try and catch up with you. Bye-bye. Hey. Oh, you must be Kramer. I've heard about you. Hey, you must be Aaron. I've heard about you. Well, see you later. Yeah. Bye. Okay. Voilà, donc quelques clés ou quelques notions, comment on peut décrypter une culture. Donc, soit avec Hall and Hall ou soit avec Hofstede, il y en a d'autres et c'est simplement voilà, des clés de lecture. Pour peut-être continuer sur la troisième partie, si vous n'avez pas des questions sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est de développer cette idée des compétences que vous allez acquérir quand vous partez. Donc, pour vous, c'est quoi une compétence? Quelqu'un sait déjà ce que c'est une compétence? On en parle beaucoup, mais c'est quoi exactement? Qu'est-ce que... Comment? Capacité à faire une action? Ouais. Et ça, donc voilà, c'est le faire.
Quoi d'autre? C'est pas uniquement le faire. Qu'est-ce qui est là-dedans encore? C'est pas uniquement le faire, c'est aussi le savoir et c'est le savoir-être. Donc, c'est le savoir-faire, le savoir-être et le savoir. Pour vous illustrer, par exemple, si vous êtes compétent en cuisine, par exemple, hein, donc pour faire un gâteau, il faut faire quoi? Il faut avoir quoi? Il faut connaître la recette. Donc, ça, c'est le savoir. Le savoir-faire, il ne suffit pas uniquement de connaître la recette, il faut aussi savoir comment je mets tout ça ensemble et c'est quoi le savoir-être dans ce contexte-là? En cuisine, pour faire un gâteau, ce sera quoi la partie savoir-être? L'hygiène, par exemple, je me lave les mains avant que je commence à cuisiner, par exemple. Donc, ça, c'est une compétence. Donc, vous allez certainement apprendre de nouvelles choses. Donc, ça, on connaît, on peut relativement facilement le nommer. Après, qu'est-ce que vous savez faire après, que vous n'avez pas su faire là maintenant? Et aussi le savoir-être. Donc, peut-être sur la roue des compétences. Donc, c'est encore une fois un chercheur allemand qui a travaillé là-dessus pour dire c'est quoi les compétences interculturelles. Et au cœur, ce que vous voyez en gris, elle dit la première compétence ou une des compétences clés, c'est bien sûr les langues. Hein, donc, il faut parler une autre langue. Si vous partez en Espagne, il vaut mieux partir avec un minimum de connaissances, voire des bonnes connaissances en espagnol. Sinon, ça va être un peu compliqué. Donc, ça, c'est une des compétences évidentes. Après, c'est aussi, et on a déjà parlé un tout petit peu de ça, c'est aussi la capacité de décrire et d'expliquer sa propre culture. Hein, pourquoi on se fait la bise en France, par exemple. Pas uniquement dire on le fait comme ça, mais pourquoi on le fait. Donc, pour sa propre culture et pour l'autre culture. Donc, ça, c'est très important. Et souvent, on pense qu'il faut simplement comprendre l'autre pour bien réussir. Moi, je dirais qu'il faut aussi bien comprendre sa propre culture pour bien réussir à l'étranger ou dans une autre culture. Et polycentrisme, ça veut dire quoi? Polycentrisme, ça veut dire que moi, je ne prétends pas d'avoir la seule vérité. Hein, donc, je suis aussi ouverte au fait qu'on peut voir, comme les cubes au début, on peut voir le monde différemment. Donc, ça, c'est le cœur des compétences interculturelles selon Bolton. Après, il y a d'autres compétences qui vont être autour, qui sont plus ou moins intéressantes ou importantes pour vous. Donc, les compétences professionnelles. Donc, par exemple, de connaître l'environnement professionnel dans votre domaine. Peut-être en tant qu'étudiant, c'est encore un peu loin. Quoique, si vous faites un stage à l'étranger, etc., il vaut mieux connaître acquérir ces compétences-là aussi. Des compétences stratégiques, donc organisationnelles, par exemple, savoir gérer son apprentissage et le savoir. La capacité de prendre des décisions. Après, des compétences individuelles. Et je vous le nomme simplement comme ça, hein, mais après, vous pouvez creuser à chaque fois et aussi dire où est-ce que moi je me situe? Est-ce que c'est une compétence que j'ai déjà ou est-ce que c'est quelque chose que je devrais peut-être acquérir? Willingness to learn, donc la volonté d'apprendre des autres. Je suppose, si vous partez à l'étranger, c'est quelque chose qui vous stimule, de dire, voilà, j'ai envie d'apprendre autre chose. J'ai envie d'apprendre. Mais aussi le niveau de réflexion sur vous-même. De dire, par exemple, voilà, c'est comme on a fait au début, voilà, qu'est-ce qui a influencé ma culture? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi ça m'énerve? Ou pourquoi ça me met en joie? Pourquoi ça me rend un peu nerveux? Ou au contraire, pourquoi ça me détend? Donc, votre niveau de réflexion sur vous-même. L'autonomie, bien entendu, pour quelques-uns, c'est un grand pas, hein, de dire, OK, je quitte mon environnement connu, je quitte peut-être ma famille, je quitte mes habitudes et je gagne en autonomie. Parfois, on l'oublie parce qu'après, on se dit, voilà, c'est acquis, maintenant je suis beaucoup plus autonome, mais on ne le met peut-être pas en avant. La tolérance à l'ambiguïté. Qui sait ce que ça veut dire, la tolérance à l'ambiguïté? Une idée? Ça veut dire comment j'ai réagi quand je ne sais pas.
et en règle générale, on préfère savoir. Hein, on est plus détendu si on sait comment ça va se passer. En règle générale, ça peut nous crisper si on ne sait pas. Hein. Donc, c'est une compétence aussi de se dire, je travaille là-dessus sur ma compétence de réagir d'une manière appropriée à l'inconnu. Hein. Donc, je ne me laisse pas effrayer par quelque chose que je ne connais pas. Hein. Donc, je garde toujours ma capacité à agir. Et il y a des personnes qui sont très à l'aise. Hein, ils disent c'est même stimulant, je ne sais pas exactement ce que va se passer, et d'autres qui n'aiment pas du tout. Et l'optimisme. Donc, ça, c'est aussi peut-être des choses auxquelles vous pouvez penser. Voilà, est-ce que j'ai augmenté mon autonomie? Est-ce que j'ai augmenté ma tolérance à l'ambiguïté? Est-ce que je suis peut-être un peu plus optimiste? Même si on peut aussi discuter sur l'optimisme, est-ce que c'est quelque chose qui est né ou c'est quelque chose qui se travaille, qu'on peut apprendre? Moi, je dirais en partie, on peut l'apprendre. Hein. Et les compétences sociales. Donc, est-ce que je suis capable de travailler en équipe? Hein? Avec d'autres cultures. Déjà, parfois, c'est déjà avec notre propre culture, avec les gens qui nous ressemblent et qui agissent comme nous, c'est compliqué. Mais travailler avec quelqu'un qui a une autre mode de fonctionnement, qui a une autre vision du temps, qui a une autre vision de l'espace, etc., peut-être ça peut être compliqué. Donc, comment je fais pour travailler avec ces gens-là? L'empathie vers l'autre, mais aussi vers vous-même, hein, d'être empathique si ça ne marche pas tout de suite comme vous voulez, de dire « ok, c'est peut-être normal ». La tolérance. La métacommunication, ça c'est très important aussi. La métacommunication, est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que c'est la métacommunication? Non, c'est pas le non-verbal. La métacommunication, c'est est-ce que je suis capable, admettons, on a un conflit ou quelque chose qui se passait pas comme je voulais. On a un nouveau participant. Est-ce que je suis capable, après une situation, par exemple, de conflit, de revenir sur ce moment-là et de dire, voilà, il y a telle et telle chose qui s'est passée, pour moi, c'était OK ou pas OK, mais j'aimerais bien en parler. Hein. Donc, de parler d'une situation de communication, c'est la métacommunication et adaptabilité. Donc, prenez ça, peut-être pour l'instant, ça vous semble abstrait, mais essayez de réfléchir à vos compétences, notamment les compétences interculturelles que vous allez acquérir. Et comment est-ce qu'on les acquit? On peut les acquérir? C'est par différents moyens, soit par le vécu, hein, par les situations concrètes, comment je vis une situation émotionnellement. Ça peut être aussi par la réflexion. Donc, j'observe comment ça se passe dans une salle de cours, je ne sais pas, en Finlande ou au Japon, comment ça se passe lors d'un stage à l'étranger, par l'observation et par la réflexion. Moi, j'ai accompagné, par exemple, des ingénieurs indiens et un parmi eux qui a dit « je veux bien comprendre la culture française » en partie. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment je fais? Il a dit « je me mets », c'était à Grenoble, il travaillait pour Schneider, et il a dit « je me mets le week-end dans un parc ». Et je m'assois et j'observe ce que font les gens pour mieux comprendre une partie de la culture française. Qu'est-ce que les gens font le week-end? Qu'est-ce qu'ils font au parc? Comment ils communiquent avec leurs enfants, avec leurs amis, etc. Donc, observation et réflexion. Après, bien sûr, et ça, on a bien appris à l'université, je peux, par la réflexion abstraite, je peux bien sûr apprendre des choses ou par l'expérimentation. Donc, par l'action. Je pose une action et je vais voir ce que ça va donner. Donc, peut-être être attentif lors de votre séjour à l'international aussi, de se dire, c'est pas uniquement parce que j'ai bien appris ma leçon ou le cours, mais aussi de saisir toute autre occasion pour apprendre. Et voilà, donc ça me semble vraiment, vraiment important. Et dernière chose, me semble, ou une des choses que je voulais encore partager avec vous, c'est comment ça va se passer. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez partir exactement, à peu près, dans quelques semaines, dans quelques mois. Quelques mois? Pardon? Septembre? OK. Pour la plupart, c'est septembre? Août, septembre. Voilà, donc c'est pas tout de suite, mais ça se rapproche.
Donc, comment vous vous sentez là, sur la partie pré-départ, avant le départ, là actuellement, par rapport à votre départ? Donc là, vous avez l'axe de temps. Donc, avant le départ, là, maintenant, comment vous vous sentez? Un peu stressé. Vous pensez pas encore trop, ok, donc c'est peut-être pas encore trop loin. Donc, qu'est-ce que ça vous fait émotionnellement au niveau cognitif? Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous ressentez là maintenant quand vous pensez à votre départ en août-septembre? Un peu stressé? Peut-être aussi très envie de dire waouh, ça va être chouette, non? Ça va être chouette, voilà. Je vais apprendre plein de nouvelles choses. Après, vous dites peut-être, ouh là là, est-ce que je vais rencontrer, est-ce que je vais me faire des nouvelles amies ou des nouveaux amis? Comment ça va se passer? Voilà, qu'est-ce qu'il faut prendre, etc. Plein de questions qui se posent. Donc ça, un autre chercheur qui a travaillé là-dessus, il a dit, ça c'est plutôt pour les expatriés, mais ça s'applique aussi quand vous partez en tant qu'étudiant à l'étranger. On a dit, avant le départ, il y a un mélange entre stress et joie. Hein. Donc, les expatriés se disent exactement la même chose. Ils disent, voilà, où est-ce que je vais atterrir? Est-ce que je vais trouver un logement? Est-ce que je vais bien m'intégrer? Est-ce que je vais comprendre mes collègues? Est-ce que je vais trouver des nouveaux amis, etc. Et en même temps, voilà, super, je vais apprendre une nouvelle langue, je vais avoir une nouvelle responsabilité, etc. Donc, tout ça, c'est normal. Donc, après, une fois arrivé, qu'est-ce qui se passe pour beaucoup? Et je pense que c'est important à le savoir. Qu'est-ce qui se passe pour beaucoup? Ça ne veut pas dire que ça se passe exactement comme ça pour vous, mais si ça se passe comme ça pour vous, c'est bien connaître cette courbe, hein, qui s'appelle le choc culturel. Et c'est peut-être un peu exagéré, je ne vais pas forcément dire que tout le monde aura un choc culturel, mais avant ça, les gens arrivent et souvent, c'est super. Tout est mieux là où je suis. Hein. Et pour vous donner un exemple, je travaillais avec une personne qui travaille aussi pour une entreprise à Grenoble. Et quand elle était arrivée, elle était de l'Amérique du Sud. Elle a dit, je suis arrivée à Saint-Exupéry. J'avais 2 grandes valises, voilà, donc c'était un peu compliqué. Je ne savais pas trop où il fallait aller. Donc, je suis à l'aéroport, je suis un peu perdue et je rencontre une Française qui me parle, qui me dit, est-ce que je peux vous aider? Elle dit oui, blablabla, je vais aller à Grenoble. Elle dit, bon, ça tombe bien, moi aussi j'y vais, donc je vais vous accompagner, on peut y aller ensemble, il y a un bus, on va prendre le bus, etc. Je vous montre où il faut acheter les tickets. Donc, elles font ça, elles voyagent ensemble, et puis la dame dit, bon, écoutez, on peut encore manger une pizza ensemble, ou on peut dîner ensemble, et je vous explique, etc. Donc, cette jeune femme de l'Amérique du Sud, elle me dit, la France, c'est juste génial. Les gens sont géniaux, tout le monde est hyper accueillant, c'était une expérience exceptionnelle. Et donc, elle était en mode touriste. Hein. Je dis, c'est super que vous avez vécu ça. En France, les gens sont très sympas, mais ce n'est pas la norme. Hein. Ce n'est pas la norme que vous rencontrez un total stranger, donc quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas, avec qui vous allez voyager, qui va porter vos valises et qui va vous inviter à manger une pizza. Ce n'est pas la norme. Hein. Donc, souvent, quand on arrive dans un pays, dans une autre culture, on est un peu touriste. Hein. Tout est super, tout est génial, les gens sont géniaux, on mange super bien, la musique, j'adore tout. Hein. Donc, et qu'est-ce qui se passe après? Ça peut se dégrader. Hein. On ne va pas rester dans ce mode-là parce qu'on n'est pas en vacances, vous n'êtes pas en vacances, vous êtes un séjour plus long terme à l'étranger. Donc, ça peut se dégrader. Tout d'un coup, on trouve tout ça un peu moins sympa. La nourriture en France, ça nous manque. Nos amis nous manquent. Notre famille nous manque. Nos habitudes nous manquent. On a des difficultés à s'exprimer, etc., etc. Donc, il y a plein de choses qui peuvent arriver qui font que votre situation émotionnelle se dégrade. Hein. Et ça peut aller jusqu'à un choc culturel.
Pour vous donner un exemple, un autre expatrié, cette fois-ci de l'Inde, et c'est pas arrivé en France, il s'est expatrié en Angleterre, et elle a dit c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'ai pas trouvé ce que je voulais manger. Ma famille manquait à un point que c'était insupportable. Donc, il était vraiment déprimé. Donc, elle a dit j'ai perdu 25 kilos, c'était horrible. Et ça a pris beaucoup, beaucoup de temps avant de surmonter ce choc. Je ne vous le souhaite pas que ça vous arrive. Je ne veux pas vous faire peur du tout. Je vous le montre pour vous dire, premièrement, ça peut arriver. Deuxièmement, si ça arrive, c'est normal. C'est pas quelque chose qui voilà, anormal et c'est parce que vous avez mal géré. Et il y a aussi, bien sûr, des remèdes. Donc, qu'est-ce qui peut être un remède pour se sentir mieux? Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Comment? Il ne faut pas se rester seul. Ça, c'est évident. Même si vous dites, bon, je vais rester sous ma couette, etc., il ne faut pas rester seul. Il faut se forcer de sortir. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire pour surmonter des difficultés qu'on peut rencontrer? Il faut en parler. Avec qui? Ou avec qui il ne faut pas parler? Ne parlez pas avec les gens qui sont dans la même situation. Donc, si vous êtes déjà déprimé, parlez pas avec les gens qui disent aussi c'est tout merdique ici, je veux faire autre chose et qu'une envie, c'est de rentrer. Donc, essayez de trouver des personnes qui sont pas comme vous, qui sont dans une autre perspective. Notamment ceux qui connaissent la culture, notamment ceux qui sont sur place et pas vos collègues français, françaises ou de votre culture qui sont peut-être exactement dans la même situation. Donc, parlez aux gens qui sont là, qui se sentent bien. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire non plus? Ce qui est déconseillé, après, à votre choix, bien sûr, c'est des grandes lignes. Premier réflexe, si c'est comme ça, je veux rentrer. Pourquoi je ne fais pas un petit week-end chez moi? Déconseillé. Pourquoi? Après, c'est pire. Donc, ne faites pas ça. Si vous dites, OK, j'en ai vraiment assez de cette culture-là pour l'instant, j'en ai besoin de sortir, allez ailleurs, mais pas dans votre culture. Si vous êtes, je sais pas, en Danemark, peut-être partez aux Pays-Bas, mais rentrez pas en France. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se sentir mieux? Faites des activités, c'est pas uniquement rencontrer les gens, faites des activités. Inscrivez-vous à un cours de langue, de yoga, de volley, j'en sais rien, mais faites quelque chose qui vous rapproche de d'autres personnes. Donc, avec ces quelques petits conseils, donc gardez-les précieusement dans votre tête, c'est normal et on peut faire des choses pour se sentir mieux. Et la bonne nouvelle, c'est aussi la vie devient une routine là-bas aussi, petit à petit. Vous allez faire des amis, vous allez rencontrer d'autres personnes qui sont précieuses pour vous, vous allez réapprécier des choses que vous avez peut-être trouvées un peu merdiques à un moment donné, etc., etc. Donc, et on arrête de comparer en permanence, de dire, voilà, tout est super chez moi, en France, tout est génial, la baguette est géniale, ici, le pain, c'est nul. On arrête de comparer en permanence. Voilà, donc ça, première nouvelle, ou première courbe à connaître. Deuxième, et c'est important à savoir aussi, quand vous revenez, donc il faut se projeter un peu loin, je ne sais pas combien de temps vous allez partir, 6 mois, 1 an? 1 an? Ok, donc c'est déjà, voilà, peut-être un peu loin. Qu'est-ce qu'on a trouvé aussi? Quand vous rentrez, malheureusement, ça peut vous arriver que vous allez revivre un même choc. Donc, vous êtes d'abord dans la phase honeymoon, donc tout est super, je revois mes amis, c'est génial, je mange la bonne nourriture française, je bois le bon vin, etc., etc. Donc, phase honeymoon. Et après, qu'est-ce qui peut se passer? Bon, le monde ne s'est pas arrêté pendant que vous étiez à l'étranger. Donc, il y a des choses qui se sont passées ici, qui ont évolué, mais peut-être pas comme vous, certainement pas comme vous. Et on peut se sentir
en écart par rapport à ce qui vous attend ici, hein. Avec la petite inconvénience que ici, tout le monde va penser que vous comprenez tout comme avant, que vous voyez tout comme avant. Déjà, vous maîtrisez la langue, etc. Vous êtes censé de comprendre, hein. Donc, si vous êtes en décalage par rapport à votre environnement, l'environnement, en règle générale, si c'est votre propre culture, ils vont être moins indulgents. À l'étranger, on est assez indulgent avec vous. On dit, bon, OK, elle fait comme ça parce qu'elle est allemande, c'est pas mieux, hein. Donc, du coup, on va pas lui en vouloir. Ici, peut-être, on va dire, mais quel est ton problème, hein? Tu devrais savoir, tu devrais connaître, tu devrais comprendre. Donc, ça peut arriver. Encore une fois, c'est pas une loi absolue, hein, mais c'est bien de le savoir, de se dire ça aussi, c'est normal. C'est pas parce que vous gérez mal, c'est normal. Et je pense, Florence, je vais faire appel à toi parce que toi, tu voulais aussi dire qu'il y a des services qui peuvent accompagner, hein, quand vous revenez. Bonsoir. Oui. Très rapidement, puisque comme dit en début de conférence, il y aura un petit moment convivial, à savoir de quoi manger et de quoi boire. C'est gratuit pour vous, ça nous fait plaisir. Simplement, à votre retour, si jamais vous avez un peu le blues, justement, vous êtes un peu dans le creux de la vague, il y a le bureau d'aide à l'insertion professionnelle qui peut vous aider à différents niveaux. Par exemple, si vous voulez mettre en avant tout ce que vous avez fait pendant votre expérience à l'étranger, pouvoir vraiment valoriser cette expérience sur vos CV, lettres de motivation. Vraiment, ne doutez pas de vous et de tout ce que vous avez appris. Vraiment, ça va intéresser les recruteurs et pour vos futures candidatures, c'est tout bénef. Deuxièmement, si vous avez besoin d'en parler à titre plus individuel, il y a également des psychologues qui peuvent vous accompagner. Nous, c'est déjà arrivé qu'on mette en place ce qu'on appelle des ateliers un peu, on va dire, d'atterrissage, simplement pour que les étudiants puissent échanger entre eux et se disent: «Ah bah oui, moi aussi j'ai vécu ce que tu as vécu et c'est génial de pouvoir en parler parce que finalement mes proches, comme ils ne sont pas partis, ils ne peuvent pas comprendre». Également, vous pouvez vous engager auprès d'associations étudiantes de Lyon 3 ou même au niveau de Lyon, qui accueillent des étudiants internationaux, puisque ça peut vous permettre de rester dans cette dynamique, d'être avec différentes personnes de cultures diverses. Vous pouvez également participer aux International Days. Est-ce qu'il y en a qui sont venus au mois d'octobre? Yes, c'est cool. Donc là, c'était pour en savoir plus pour les échanges et là, au contraire, vous serez de l'autre côté de la barrière. Vous pourrez venir, simplement, expliquer aux étudiants qui souhaitent partir à l'étranger, tout ce que vous avez pu faire, partager votre expérience. Je sais que l'année dernière, il y avait donc le forum international. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, on était, sous les tentes blanches en cour sud. Et il y a également eu un after work qui réunissait, tous les étudiants qui étaient partis à l'étranger, avec des étudiants qui allaient déposer leur dossier de candidature. Donc ça peut être bien aussi si vous avez envie de partager, tout ce que vous avez pu faire. Également venir témoigner, comme ancien étudiant, parti en Erasmus, lors des, réunions de préparation au départ. J'imagine que vous les avez déjà faites pour la plupart? Ouais. Et également, nous, à la direction des relations internationales, on a vraiment pour objectif de mettre en place plus de rencontres entre les étudiants internationaux et les étudiants français. Donc, on vous tiendra au courant, on vous enverra des petites invites. Ça vous permettra tout au long de l'année de pouvoir les rencontrer et voilà, et de faire de belles rencontres. Merci beaucoup. Voilà, donc plein de possibilités. Après, merci beaucoup. Après votre retour, de soit vous faire accompagner si besoin, mais aussi de valoriser ce que vous avez vécu, le partager avec d'autres. Et donc, ça mène à la dernière partie. Donc, valoriser vos compétences interculturelles pendant et après. Et encore une fois, simplement quelques idées qui sont bien sûr à développer après pour vous individuellement, mais de vous dire,
voilà, vous allez certainement développer le savoir au sujet de la culture cible. Donc, vous allez mieux connaître la culture espagnole, japonaise, etc., etc. Donc, mieux connaître les préférences, les normes, la culture tout court dans le pays où vous allez être. Vous allez certainement peut-être travailler sur la curiosité et l'ouverture d'esprit. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est? Souvent, on met des mots comme ça, mais ça veut dire la capacité à comprendre l'autre perspective ou d'autres perspectives et le mode de fonctionnement. Donc, ça, c'est aussi certainement quelque chose que vous allez acquérir. Décodage des situations de communication, dont la capacité à évaluer et adapter sa communication selon les contextes. Donc, ça, c'est aussi une compétence. La connaissance de soi, donc, et maîtriser la maîtrise de sa communication. Donc, mieux connaître et être conscient de son propre fonctionnement. Ça, c'est très important aussi, de dire comment moi je fonctionne, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui m'agace, qu'est-ce qui me met en joie, etc. Et quels sont peut-être les signaux chez moi que je devrais connaître et détecter. La capacité à accorder et inspirer la confiance. Quand vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez absolument pas, dans une culture que vous connaissez peut-être un peu ou pas, voilà comment j'ai fait pour que les personnes me font confiance et comment moi j'essaie de faire confiance à l'autre. Donc, la aisance aussi de coopérer et l'ouverture au changement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut certainement déjà vous accorder. Ouverture au changement, apprentissage en continu, la capacité à expérimenter, à tester, à capitaliser sur son expérience et poursuivre ses apprentissages. Donc, ça, c'est seulement quelques pistes de réflexion pour vous, pour dire, OK, ça, c'est des compétences que que vous allez acquérir, mais il y a certainement d'autres, et comment les mettre en valeur après, et comment mettre des mots dessus là aussi. Pour terminer, petit exercice pour vous. La danseuse, elle tourne dans quel sens l'aiguille de la montre? Comme ça ou comme ça? Voilà, comme ça? Hein? Je vois un peu les mouvements là, dans deux sens. Vous le voyez dans deux sens peut-être aussi? Vous arrivez à faire switcher? Non? Voilà. On peut, petite astuce, si vous voulez, la faire switcher, peut-être se concentrer là, en dessous de son pied sur son genou. Vous arrivez? Ouais? On peut voir les deux? Voilà, simplement pour vous dire, encore une fois, comme les cubes, hein, we don't see things as they are, we see them as we are. Donc, la façon dont on voit les choses, ça dépend de nous. Et avec ça, j'aimerais bien terminer cette présentation. Donc, merci pour votre participation.